ont entrepris des réformes substantielles de leur secteur public et on peut profiter de l'occasion de ces réformes pour essayer de tirer un certain nombre de facteurs clés de la réussite d'une réforme de l'État. Nous discutons à l'heure d'aujourd'hui beaucoup de réformes de l'État en Belgique et nous aimerions savoir finalement s'il existe un certain nombre de conditions nécessaires et suffisantes pour réussir cette réforme. Alors parmi les conditions qu'on peut retirer, les facteurs de réussite, nous pouvons en tirer 5 que je vais appeler l'abécédaire du succès des réformes de l'État. La première clé de la réussite, c'est A. A comme adhésion. Il faut s'assurer l'adhésion de l'ensemble pour mener à bien cette réforme. B, c'est se donner les moyens, se donner un budget pour réaliser ces réformes. C, c'est communiquer, savoir communiquer les raisons pour lesquelles on veut réformer. D, c'est en douceur. C'est le contraire de vouloir passer en force et d'imposer la réforme à l'ensemble de l'administration. Et E comme expérimentation. Oser tester la réforme localement, voir si ça fonctionne et élargir la réforme à l'ensemble de l'administration. Alors je vais maintenant exposer plus en détail ces 5 clés de la réussite d'une réforme de l'État et vous aurez compris qu'en filigrane de ces clés de la réussite, on comprend mieux pourquoi la réforme Copernic a échoué, n'ayant satisfait aucune de ces 5 conditions. Première clé de la réussite, A. A comme adhésion. Il faut s'assurer une adhésion tant interne qu'externe à la réforme. L'adhésion interne, c'est l'adhésion des fonctionnaires eux-mêmes. Il faut que ceux-ci se sentent partie prenante à la réforme et adhèrent à la nécessité de réformer le secteur public. Et la meilleure manière d'obtenir l'adhésion interne des fonctionnaires, c'est de ne pas présenter la réforme comme justifiée pour des raisons d'économie de coûts. On va réformer le secteur public parce que ça coûte trop cher. On va donc réduire le nombre de fonctionnaires. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en avant la mission de service public et la raison d'être même du service public. Donc c'est réformer pour une meilleure qualité des services publics et non pas réformer pour faire des économies sur le dos des fonctionnaires. Ça, c'est la meilleure manière, partout où on a réformé le secteur public, d'obtenir l'adhésion interne des fonctionnaires. Il faut aussi s'assurer une adhésion externe du grand public. Le citoyen qui lui-même est consommateur des services publics, il faut qu'il soit partie prenante à cette réforme et il faut donc qu'il ait son mot à dire et qu'il se sente concerné par cette réforme. À nouveau, mettre en avant la mission de service public est un facteur clé dans la réussite de la réforme. C'est une condition indispensable pour obtenir l'adhésion du grand public. Et cette adhésion du grand public se fait en obtenant aussi la participation des organisations professionnelles et des syndicats. La deuxième clé de la réussite, c'est se donner les moyens de réformer. Pour qu'une réforme fonctionne, il faut que les gens se sentent tous gagnants. Et pour que les gens soient tous gagnants, il faut dégager les ressources suffisantes pour que cette réforme soit bénéfique à tous. Il faut donc se donner les moyens de réussir la réforme. Se donner les moyens, ça veut dire aussi libérer les budgets nécessaires pour assurer la mise en place de cette réforme et modifier les mécanismes budgétaires en place à l'heure actuelle. Nous vivons dans un système qui est un système bipolaire où finalement les décideurs, les gestionnaires locaux n'ont pas le contrôle sur les ressources. Si l'on veut réellement leur donner les moyens de réaliser des missions, il faut aussi leur mettre les budgets à disposition. Donc la question des budgets, c'est libérer des moyens nécessaires pour assurer la réussite de ces réformes. Aucune réforme ne se fait sans des ressources additionnelles. Il faut communiquer, c'est comme communiquer, et je dirais même convaincre. Il ne suffit pas de communiquer, il faut convaincre. Il faut convaincre l'administration, les fonctionnaires eux-mêmes, de la nécessité de cette réforme, sans quoi ils pourraient juger qu'on ne leur demande rien, il n'y a pas besoin de changer. Il faut qu'ils comprennent qu'il va de l'intérêt même
de la mission du service public de se réformer et de modifier les modes de production des services publics. Il faut donc communiquer vis-à-vis de ces fonctionnaires. Il faut communiquer avec la hiérarchie pour obtenir l'adhésion de la hiérarchie. Il faut que la hiérarchie elle-même croie en la réforme pour pouvoir convaincre ses effectifs. Et il faut aussi obtenir l'adhésion des organisations professionnelles et des syndicats. Dans tous les pays, cette adhésion n'a pu être obtenue que si les syndicats sont suffisamment unis pour offrir une force de négociation suffisamment homogène. Des syndicats qui se disputent et se divisent sont un très mauvais pouvoir de négociation et sont parfois une source de blocage pour des réformes qui auraient pu finalement être bénéfiques à l'ensemble. Il faut donc communiquer aussi avec le grand public et l'opinion publique. Cela se fait avec une collaboration étroite et une application étroite avec les médias qui sont finalement un véhicule indispensable à la communication de la nécessité et de la forme et des méthodes même de réforme. D comme douceur, c'est-à-dire c'est un peu le contraire de la réforme Copernic, c'est qu'il ne faut pas chercher à passer en force. Il faut y aller en douceur et il faut comprendre qu'une réforme, ça se fait en douceur, ça prend du temps et qu'il faut donc mettre en place un agenda de la réforme. Et il ne faut pas avoir peur de viser sur une réforme qui peut s'écouler sur plus de 10 ans. Alors là se pose une question fondamentale dans nos systèmes démocratiques où finalement les autorités politiques ont une espérance de vie très brève et nous sommes confrontés à un changement d'alternance régulier qui met en péril la capacité de l'État de se réformer en profondeur sur le long terme. Et tous les pays qui ont réussi à surmonter ce court terme du politique l'ont fait en donnant beaucoup plus de pouvoir à leurs administrations et en s'assurant que les responsables des administrations ne changeaient pas d'une alternance à l'autre. Et le dernier point de réussite, facteur de réussite des réformes, comme expérimentation. Il ne faut pas essayer de vouloir passer en force et tout changer d'un coup. Le secteur public et l'État est tellement massif que l'on n'a aucune chance de pouvoir tout changer du jour au lendemain de manière uniforme. Ce qu'il faut oser faire, c'est changer par petits coups, par petites touches, à un endroit et à un autre. Attendre de voir les résultats de ces petits changements. Et étant donné une évaluation rigoureuse des conséquences de ces changements, si on les juge comme bénéfiques, les généraliser à l'ensemble de la fonction publique. Je sais que cela est un peu contraire à l'esprit de non-discrimination et de traitement égal des différents services, mais il faut accepter que l'expérimentation, le test localement, offre, si vous voulez, des résultats qui peuvent ensuite être exploités et généralisés. Ça offre aussi la possibilité de reconnaître que l'on s'est trompé et de ne pas généraliser prématurément une réforme.